Bonjour et bienvenue à Parole Vivante, un balado porté par Mon Afrique à la Naudière dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. À travers ces échanges, nous sommes allés à la rencontre des personnes pour partager leur vécu, leur réalité et surtout recevoir leurs témoignages. Je m'appelle Mahmoud Mbombo Fombam, je suis directeur général à Mon Afrique à la Naudière, consultant en innovation sociale, entrepreneur et animateur socioculturel. J'aurai le plaisir d'animer cet échange aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blaise, Berlin. Bonjour. Bonjour Anderson. Bonjour Mahmoud. Bienvenue aujourd'hui. Et Blaise, j'aurais une question. Quand vous êtes arrivé au Canada, là, votre première neige, je suis un peu curieux. Comment avez-vous vécu ça? À la télé, au Sénégal, en Afrique, la neige, c'est fun. Hein? Mais quand on le vit, c'est une autre expérience. Je me rappelle, il y avait eu une tempête, je devais aller travailler. Mais à 60 mètres, on ne voyait pas l'autre véhicule. On était obligé de mettre les feux de détresse pour pouvoir rouler à 30 voire 40 km/h pour pouvoir arriver à bonne destination. En fait, c'est un peu le contraste qu'on voit sur les films. Parce qu'au Canada, la neige, j'ai vécu la neige ailleurs, mais ici, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Il faut dire que Blaise, vous êtes originaire du Sénégal. C'est ça. Vous avez 20 ans d'expérience. C'est ça. Informaticien. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'ai un parcours du primaire à l'université, ensuite après mon master en système de sécurité informatique et monétique. J'ai fait plusieurs boîtes. La dernière, j'ai fait là-bas 5 ans, c'était de 2017 à, je pense, à 2022 à 2000. J'ai fait là-bas 5 ans. Ensuite, j'ai arrêté pour créer ma propre entreprise. Après 2 ans, j'ai eu l'opportunité par le biais de ma sœur, d'un regroupement familial, comme on dit, de venir au Canada à la suite d'un contrat de travail. Et là, je suis là, je fais mes petites démarches, je m'intègre et c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose de nouveau. Merci beaucoup, Blaise. Ouais. Berlin. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça peut aller, Je sais que vous êtes une femme, vous travaillez beaucoup. C'est quoi votre secret? Il n'y a pas de secret en tant que tel. Moi, je dis toujours, je fais ce que j'aime et je le fais avec passion. Donc, je pense que c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me permet de ne pas voir que je travaille beaucoup finalement. Donc, c'est ça. Il faut dire que vous êtes directrice générale à Domaine Borromée. Effectivement, je suis directrice générale depuis 2022 au Domaine Borromée et dans le secteur des résidences pour personnes âgées. J'y travaille depuis 2008. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici. J'étais en 2e année de l'université quand j'ai découvert ça. Donc, j'ai commencé comme réceptionniste à temps partiel pour arriver jusqu'à directrice générale. Oui. Et la résidence, c'est où ça? On est à Saint-Charles-Borromée, proche de Joliette. Ah, OK. Donc, Oliette. Exactement, on dit Joliette. Voilà. Et vous êtes originaire d'Haïti? Effectivement, je suis originaire d'Haïti. J'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis, je suis rentrée en France et je suis restée en France jusqu'au baccalauréat français. OK. Et après, j'ai pris une année sabbatique. Je suis venue au Canada, je suis partie aux États-Unis. Et après, quand je suis rentrée, j'ai voulu comme revenir au Québec. Donc, j'ai étudié au Québec. Anderson. Oui, Mahmoud. Comment ça va? Super bien, et toi? Oui, vous êtes les anciens champions d'Afrique. Oh oui. Oui, hein. Cette année, c'est le Sénégal qui a remporté et à l'avant-dernier camp, c'était la Côte d'Ivoire. Oui, j'y Donc, étais. un pays très, très accueillant. Merci. Donc, quand vous êtes arrivé au Canada, pourquoi avoir choisi la Naudière et non ailleurs? Ok. En fait, il faut dire que le choix de la Naudière, c'était un choix stratégique. Parce que quand j'ai eu l'occasion de venir aussi au Canada, moi, j'ai deux chiens. J'ai des chiens. Et donc, étant donné que je voulais faire venir mes chiens,
À Montréal, c'est compliqué. Mais dans la Naudière, j'ai vu que dans les recherches, il y avait plus de possibilités d'avoir des chiens chez soi. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la recherche. Et puis, bon, voilà. Étant donné que mon travail, j'ai fait du télétravail essentiellement. Ok. 2 jours sur site et puis un jour. Voilà, donc, c'était pour ça. Vous êtes spécialiste en design graphique. Ouais. Ça consiste à quoi ces métiers? Et ça fait combien de temps ou combien d'années vous faites ça? Bon, en fait, il faut dire que mon parcours, je suis d'abord informaticien d'information. Ok. Donc, avec la digitalisation, on a dû migrer avec tout ce qui est conception et autres. Ok. Donc, voilà, ça fait 10 ans que je fais ça. Et comme je disais, depuis 2006, j'ai eu mon premier emploi dans une agence de communication, 360, Ouais. où on faisait le web, le design, l'audiovisuel et puis le marketing. Ok. Voilà, donc ça consiste à faire beaucoup de choses. Mais là, maintenant, je suis dans une nouvelle spécialité qui est l'UX design, l'expérience utilisateur. Ok. Voilà, ça englobe tout ça, mais ça parle plus du comportement, du ressenti. Donc, le design ne s'arrête plus seulement à concevoir, mais c'est de penser, réfléchir à la place du client et faire des conceptions qui laissent tout le monde unanime sur ce qu'on fait. Avant le début de notre journal, vous nous avez fait comprendre que vous accompagnez des entrepreneurs, des organisations. Oui. Est-ce qu'on peut en connaître plus? Oui, depuis la Côte d'Ivoire où j'étais, comme je disais, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets ici. Ok. Pour des questions de publicité, je taire le nom des entreprises là. Donc, même j'ai eu à travailler pour des OBNL où il y avait des ministres ici, des députés, pour lesquels je devais faire tout ce qui était dossier de com, présentation. Donc voilà, c'est un peu ça. Berline, Oui. je reviens vers vous. OK. Pouvez-vous nous parler de votre parcours de vie? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. J'ai l'air vieille, mais je suis jeune. Mon parcours de vie. Comme je disais tantôt, je suis d'originaire d'Haïti. J'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 9 ans, où j'ai fait, je vous dirais, tout le parcours scolaire primaire. Et je suis rentrée en France, je suis restée en France jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Là, ça a été la même chose. Donc, j'ai travaillé également en France, que ce soit pour des promoteurs immobiliers. J'ai travaillé aussi un petit peu à tout ce qui était ressources humaines. Et au début vingtaine, je suis venue au Canada. Ce qui m'a amenée au Canada, je vous dirais, vers l'âge de 15 ans, ça m'a pris comme ça. Je vais venir vivre au Canada. Je ne savais même pas où c'était. Je ne savais même pas s'il y avait autant de neige. Jusqu'à maintenant, je ne m'y habitue pas. Okay. Et par la suite, comme je disais tout à l'heure, après le bac, j'ai fait une année sabbatique. Je suis venue voir. Et 2 ans après, me voilà à Montréal, l'université. Et après, j'ai commencé mon petit parcours professionnel à Montréal. Est-ce que votre pays, Haïti, vous manque souvent? Tous les jours. La dernière fois que j'ai été, c'était en 2009, un petit peu après. Il y a eu un tremblement de terre. Effectivement, tous les jours, j'y pense. Et en 2000, un petit peu avant la COVID, je devais y aller. Mais malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu y aller. Mais j'essaie toujours de regarder les possibilités de pouvoir m'y rendre en tant que tel. Donc, comme on dit, on a ça dans la peau. Donc, c'est ça. Haïti chérie, comme on dit. Comme ça. Bless. Votre parcours de vie. Vous êtes parti du Sénégal un matin, vous avez décidé de venir vous installer dans un pays, dans une province où il fait froid. Oui, bon, c'était pas un coup de tête. Je pense que c'était assez réfléchi et choisi. Parce que le Canada aussi, c'est un pays qui offre des opportunités qu'on n'a pas, entre guillemets, forcément en Afrique. Et on est là pas pour du... Je travaille comme tout le monde, mais c'est plutôt pour une reconversion. Parce que j'ai eu de l'expérience à Dakar, au Sénégal, 20 ans dans des multinationales, dans des grandes entreprises. Mais là, on recommence à zéro. Et c'est ce challenge-là qui m'a plutôt amené au Canada pour me refaire, apprendre de nouvelles choses, acquérir de l'expérience, donner le peu que je connais et en retour, peut-être dans quelques années, retourner servir mon pays. OK. Ouais. Anderson, je vous pose la même question. Pouvez-vous nous parler de votre parcours de vie?
Ouais, comme je t'ai dit tantôt, moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai fait mon parcours en Côte d'Ivoire, 10 années d'expérience sur Orange Côte d'Ivoire, une agence de téléphonie. Et je travaillais sur des projets ici au Canada avec des Canadiens. Et donc, quand l'occasion se présentait pour que je vienne, j'ai accepté de venir, apporter, comme il a dit tout à l'heure, mon expertise, apprendre aussi d'eux, parce qu'on a nos manières de faire. Il y a aussi la manière dont les Canadiens fonctionnent. Donc, c'est de regarder tout ça et puis apporter sa pierre à l'édifice. Ok. Je vais vous poser une question comme ça. Hein. Okay. Est-ce que vous avez eu des difficultés au niveau de votre intégration? En toute franchise, non. Ok. Parce que quand je suis arrivé au Canada, la première semaine, mon employeur m'a donné un auto. Donc, je conduisais déjà l'auto ici. Donc, en moins de 14 mois que j'ai fait ici, j'ai fait des villes que d'autres personnes n'ont pas encore fait depuis 5 ans. Okay. Donc, je connais pas mal d'endroits. Donc, ça fait que mon intégration a été vraiment facile. Ok. Donc, souvent, j'oubliais même de sortir sans manteau pendant l'hiver. Ouais. Parce que, voilà. Ouais, tout à fait. Hein. Ouais. Blaise, je reviens vers toi. Je vais poser une question comme ça. Quelle valeur importante as-tu reçue de ta famille, de ta culture? Parce que je me dis, hein, quand on parle du Sénégal, pour le Québec, pour le Canada, c'est une autre culture. Oui, les valeurs familiaux sont très importantes. Moi, étant issu du Sénégal de l'Afrique de l'Ouest, on ne réussit jamais seul, ou bien rarement seul. Réussir, c'est faire réussir toute sa famille, tous ses proches. Et c'est la valeur principale que j'ai apportée ici, c'est-à-dire on avance, on pousse les autres avec nous, et être fier de nos racines, avoir ce qu'on appelle de la conviction et des valeurs, c'est ça qui m'a permis de rester ce que je suis et d'être un ambassadeur là où je suis. Parce que pour se démarquer ou bien pour travailler dans un autre country, dans un autre pays qui n'est pas comme le Canada ici, il nous faut travailler 2 fois plus que les autres parce qu'on représente une communauté, une minorité. Donc on se doit d'être fort, de donner de bons exemples. Et si on a ces valeurs-là déjà acquis dans notre pays d'origine, là ça passe crème parce que tu te fais remarquer sans pour autant parler parce que ton travail parle pour toi. Moi, je pense que la valeur principale que j'ai amenée avec moi, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est l'écoute, surtout le respect des anciens. Bali? Je rejoins un petit peu ce qu'il disait Blaise. Moi, par-dessus tout, c'est la foi. De par beaucoup, on le sait qu'en Haïti, il y a la religion. Donc, la foi m'a toujours permis d'arriver là où je suis. Comme je disais, exemple, je suis venue au Canada parfois parce que je ne savais pas. Et pour pas mal de décisions dans ma vie, je vis beaucoup par la foi. Et l'autre valeur, je dirais, c'est l'entraide, comme disait Blaise également. Parce que, ayant vécu en Haïti, comme on dit chez nous, c'est le quartier qui élève les enfants. C'est pas juste maman, papa, c'est la famille. Donc, ça nous permet d'avoir ce côté de pouvoir apporter beaucoup d'entraide autour de nous également. Et à la dernière, je dirais, dans ma famille en général, c'est ce côté où, entre frères et sœurs, on a cet amour inconditionnel. Nous, on est 6 chez nous, donc automatiquement, on est quand même dispatchés dans 2 continents différents, dont 3 pays. Donc, automatiquement, malgré cette différence, cette distance, malgré aussi nos âges, donc on est toujours soudés. On essaie toujours de se retrouver et on essaie aussi de transmettre ça à travers nos enfants pour que les générations d'après, qu'on puisse justement continuer à transmettre ces valeurs-là également. Anderson? Moi, aussi, pour rallier ce qu'ils disent, c'est pareil. Moi, même, je suis une famille chrétienne, donc la foi d'abord, mais surtout, la fidélité, la loyauté. Parce que quand tu es fidèle, tu es loyal, tout ce que tu le fais bien, avec abnégation. Et l'entraide aussi, parce que nous sommes ici une famille de 10, donc vraiment, on était vraiment soudés. Donc c'est un peu ça. Les valeurs qu'ils nous ont données, c'est la foi, la loyauté et la fidélité. Et l'entraide aussi. Merci beaucoup. Anderson, je vais te garder avec moi. Okay. Et ma question, c'est, avez-vous déjà
vécu des situations où quelqu'un est-elle maltraité à cause de ces différences? Si vous avez été témoin ou avez-vous vécu des situations où une personne a été maltraitée à cause de ces différences? Quand je parle de ces différences, je parle de ses origines, je parle de son nom, de son accent. Ok. Bon, moi, je ne dirais pas maltraité, mais j'ai vécu une scène, c'était dû au fait de la qualité de mon travail. Je m'explique. J'ai produit un travail étant en Côte d'Ivoire, et puis, quand ils ont demandé, mais qui a fait, la personne lui a dit, c'est vraiment à cause du décalage horaire, la personne dort. On dit, mais attends, le travail n'est pas fait au Canada? On dit, non, c'était plus la Côte d'Ivoire. Mais il dit, diantre, mais pourquoi il fait aussi un beau travail comme ça? Parce que, en fait, je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais c'était pour moi être étonné de savoir que, par exemple, dans mon travail, des personnes pensaient que c'était fait depuis l'Europe et autres, tout ça. Donc, c'est pas de la maltraitance, mais j'étais étonné de la qualité du travail que j'ai produit. Et c'est ce qui même m'a coûté ma présence ici. Oh, merci beaucoup. Berlin. Maltraité. Moi, de mon côté, je dirais que j'ai vécu des petites situations. Moi, je prends souvent ça plus à la blague qu'autre chose. Je m'en rappelle, je venais d'être diplômée en ressources humaines et je devais faire des entrevues. Donc, avant, j'avais un petit accent beaucoup plus francisé que ça. Ah. Donc, quand j'arrivais, je me présentais au téléphone. Donc, les gens s'attendaient toujours à avoir une Européenne pure souche, des choses de ce genre. Et donc, quand la personne arrivait, bonjour, Berlin Nelson. Ah, OK. On voyait sur la face de la personne que la personne s'y attendait pas. Donc, je prenais ça un petit peu à la blague, des choses de ce genre. Ouais. Ou, en étant en France, j'ai eu beaucoup d'audace quand j'allais en entrevue où, justement, mon boss, il me disait « Ah, mais vous avez l'air jeune pour avoir eu autant d'expérience. » Donc, je l'avais déjà répondu, si vous me prenez, vous aurez un plus-value par rapport à une autre candidate. Ouais. Donc, il m'a embauché par challenge. Il m'a embauché par challenge et par la suite, encore une autre petite expérience que j'ai trouvée drôle. Un de ses clients arrive il lui fait la remarque elle est, pour son âge et pour, on va dire, origine, elle est quand même assez professionnelle. Donc, lui, il vient, il me dit, on t'a félicité et tout, parce qu'on a dit que tu étais jeune et tout et tout. Et pour lui passer une petite tape sur les dos, j'ai dit, c'est normal, j'ai appris du meilleur. Donc, des choses de ce genre, mais je le prends souvent un petit peu plus à la rigolade, pour tourner ça un petit peu à la rigolade, pour pas forcément se victimiser en tant que tel, mais c'est comme de démontrer que on est là pour donner le meilleur de nous en tant que tel. Blaise? Oui, en fait, on a vécu un peu ça, mais c'est quelque chose qu'on s'est préparé à l'avance. Moi, par contre, j'ai une petite facilité parce que, je ne fais pas mon âge. Souvent, les gens s'attendent à un garçon, alors que j'ai fait peut-être le double de l'apparence que je suis. Ensuite, la seconde chose est qu'au Canada, on a des pionniers, je vais dire des Sénégalais qui ont marqué leur empreinte. Je veux parler de Boucar Diouf, si vous le connaissez. De par ma voix, les gens me disent, c'est Boucar. Et quand ils me voient physiquement, ils disent, tu es le petit frère de Boucar Diouf. En fait, c'est quelque chose qui facilite un peu mon intégration parce que d'après les gens, j'ai la même voix et peut-être le même look, quoi. Et lui, il fait partie des... Mais par contre, Boucar Diouf ne garde pas ses téléphones en studio, là. Ouais. Ce sont mes habitudes que j'ai depuis que je suis au Québec. C'est-à-dire me rappeler de partir 10 minutes ou bien 30 minutes à l'avance au lieu de travail. Okay. C'est ce qui m'a... Le téléphone m'a rappelé que je dois aller travailler. En fait, en Afrique, on n'a pas ça. Mais ici, on doit être ponctuel, les horaires, etc. Donc, si on ne fait pas l'alarme, c'est mort, quoi. Et puis... Mais moi, pour l'heure dont tu parles, moi, c'est l'heure qui m'a donné mon premier emploi. Okay. Je suis arrivé, l'entrevue était à 10h, je suis arrivé à 8h. C'est ça. En fait, nous, on a ce cliché-là. C'est-à-dire, on dit que les Africains, ils viennent toujours en retard. Okay. Maintenant, pour ne pas valider, pour faire l'exception en général, je préfère être en avance de 15 minutes. C'est pourquoi j'ai l'habitude, même si je mets le téléphone en mode ne pas déranger, l'alarme se déclenche quand même. En fait, l'intégration, c'est un peu ça pour revenir au sujet. Moi, je dérive ça.
Souvent, juste par le regard, par un regard fixe, je fixe la personne sur les yeux. Il sait que cette personne-là n'aime pas ça et puis on passe à autre chose. C'est pas le verbe qui règle les choses, mais souvent c'est le caractère et le visuel surtout. Exactement. Là, nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. On rentre dans le sujet. Oui, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Je vais poser la question à Berlin. Ok. Est-ce que vous avez déjà été victime du racisme? Je dirais victime, clairement, non, pas vraiment. Ou comme je disais tantôt, c'est plus par des petites situations, en fait, que j'aurais pu, je pense, que mettre ça sur le côté victimisation ou quoi que ce soit, que je vais peut-être plus détourner un petit peu dans le sens où, comme il disait Blaise, tu sais, comme des fois, on va y aller avec le petit regard, on va faire une petite blague, tu sais, pour essayer de dire à la personne, tu sais, la limite est là, mais je n'y vais pas dans la victimisation ou je n'y vais pas, tu sais, comme à aller prendre, comme à faire un bras de fer avec la personne. Donc, j'y vais plus comme pour faire comprendre à la personne avec des blagues ou des choses de ce genre pour prendre ça relax à ce moment-là. Anderson? Comme j'ai dit tout à l'heure, mon intégration s'est vraiment fait super bien. Donc, moi, je n'ai pas encore vécu ça, mais j'ai quand même vécu des scènes vraiment étonnantes. J'étais au Tim Hortons la dernière fois, je voulais acheter le café, et la dame derrière me dit, voici l'argent, c'est ma contribution. Et donc, j'ai expliqué à mon ami, il dit, tu es sûr que c'est passé comme ça? Il dit oui. Donc, moi, en tant que tel, non, je n'ai pas vécu ça encore. Blaise? Moi, je l'ai vécu une fois. C'était à Saint-Thomas. J'allais prendre des collègues pour les amener au travail. Maintenant, il y avait un colocataire qui habitait là-bas. Bon, visiblement, il n'aimait pas, parce qu'on était un peu nombreux quand même. On avait occupé, je pense, les Sénégalais étaient une quinzaine de personnes. On avait occupé genre 6 à 7 appartements. Maintenant, lui, il habitait là-bas. Il a vu la première vague de Sénégalais arriver, deuxième et troisième. Là, il s'est offusqué. Maintenant, un jour, je suis venu prendre des collègues pour les amener au travail. Il m'a vu, il m'a dépassé, il s'est garé brusquement, il est sorti. Il m'a dit, oui, pourquoi tu restes sur la chaussée? Je lui ai dit, j'attends des collègues qui sortent pour que je les amène. Il m'a dit, oui, maintenant vous avez des ailes, vous conduisez une grosse berline, parce que j'avais un Volkswagen Touareg Taos de 2022. Il m'avait vu avec une petite Dodge bleu calibre de 2012, je sais pas. Non, de 2012, je pense. Maintenant, il m'a vu automatiquement sur une grosse berline. Ce n'était pas le mien, c'était celui de l'entreprise. Il y avait le logo de l'entreprise dessus. En plus. Il m'a dit, maintenant, tu roules en allemande, une grosse allemande, etc. C'est des choses comme ça, il m'a poigné. Il m'avait même égriffé ici. Wow. J'ai appelé mes supérieurs pour leur faire face de la situation parce que ce n'était pas la première fois. En fait, ils m'avaient confondu avec une autre personne. Parce que pour eux, tous les Noirs se ressemblent. Lorsque il m'a taquiné, il m'a parlé mal, je lui ai répondu. Là, il s'est choqué. Parce que d'habitude, les gens ne répondent pas, ils passent leur chemin. Et comme je n'habitais pas là-bas, je venais juste pour prendre des collègues, il m'a confondu avec des gens qui habitaient là-bas. Parce que ces gens-là avaient l'habitude de ces choses-là. Moi, je n'avais pas l'habitude. Donc, il m'a parlé mal, je l'ai répondu. Il s'est agrippé sur moi, il a voulu qu'on se batte. Moi, j'ai gardé mon calme. Ensuite, j'ai parlé aux supérieurs, ils m'ont conseillé d'aller à la police. Je suis à la police porter plainte. Les choses sont déroulées. Il a raconté une autre version des faits. Le policier m'a dit, toi, tu n'habites pas là-bas, lui, il habite là-bas. Donc, si la plainte continue, on va t'interdire d'aller à Saint-Thomas aux alentours, je ne sais pas, de 20 km à la ronde. Alors que toi, tu as de la famille là-bas, tu as des collègues, tu as des connaissances là-bas, alors que lui, c'est son lieu de travail. Comme toi, tu habites à Joliette, t'interdire d'aller là-bas, ça va te causer des préjudices. Donc, laisse tomber et puis on va lui parler. Ensuite, la police est allée le voir, il lui a parlé, il s'est calmé un peu. C'est juste la situation que j'ai vécue, mais je pense que ce n'était pas moi personnellement, parce qu'il confondait un peu tout le monde. Et puis, comme les Sénégalais, comme vous le savez, on se regroupe souvent dans une maison, on mange, on sort, on rit. Souvent, quand on sort en groupe, il dit, avec cette froid-là, vous riez, vous parlez, qu'est-ce que vous avez de particulier? En fait, on est joyeux. L'Afrique, on est comme l'Haïti. Hein. C'est l'entraide. On s'entraide, on se voit autour d'un café. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Maintenant, ouais. peut-être ici, les gens ne connaissent pas cette chaleur-là. Et puis quand ils voient les gens toujours heureux, ils se disent qu'il y a un problème quelque part.
Alors que c'est dans notre culture. Mais je l'ai pris quand même positivement parce que ensuite, ça m'a appris des choses et c'est positif dans l'ensemble. À part ça, les Canadiens sont hyper accueillants et c'est des gens sympathiques. Okay. Ben, on tire déjà à la fin de notre balado. Et je vais te poser la question, Anderson. Okay. On se tutoie, on se voit en même temps, mais bon, le plus important, nous sommes. OK. Qu'est-ce que vous essayez aujourd'hui de transmettre à votre entourage? Qu'est-ce que aujourd'hui, en tant que personne, vous essayez de transmettre à votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit dans la communauté? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre? Moi, je veux dire d'abord les valeurs que les parents m'ont données. C'est la fidélité, le travail et la loyauté. Je pense que c'est ce qui m'a permis de m'insérer, de m'intégrer au sein de mon Afrique à la Noya, parce que si tu travailles bien, si tu prends les personnes telles qu'elles sont, sans donner de préjugés, sans juger les personnes, ça fait en sorte que, par exemple, tu peux mieux t'intégrer et puis donner la chance aussi à des personnes de mieux se sentir, ne pas se sentir braqué contre... Donc, ce que moi je veux dire sur ce point, c'est d'être naturel, de donner le meilleur de soi, de vraiment venir en aide à celui qui a besoin. C'est en cela que tu peux tirer de meilleures parties d'une personne. Merci. Voilà. Berline? Oh, ce que je transmets. Avant tout, je dirais... ouais, c'est ça. j'ai comme un blanc. Non, mais je dirais pas mal dans le sens où je vais dire le meilleur de soi, mais c'est de raconter. Parce que quand on raconte, ça permet justement de transmettre les connaissances que nous avons en tant que telles. Et ça permet aussi à la génération qui s'en vient de pouvoir comprendre aussi tout ce qui se passe. Je reprends encore au niveau de nos origines en tant que telles, parce que si on regarde les anciens, comment ils transmettent en tant que tels, c'est que tous les soirs, ils rassemblent les petits. On est autour des anciens et on raconte des histoires. Donc, je pense que justement, c'est de garder ça pour pouvoir perdurer. Et au niveau professionnel, je dirais comme une personne, faut donner le meilleur de soi, faut donner son 100% à ce moment-là. Et souvent, c'est ce 100%-là qui va parler. Et les actes parlent plus que les paroles en tant que telles. Donc, c'est important, justement, je pense que de donner le 100%. Parce que souvent, on peut se dire, je viens juste faire mon 8 à 4 et ça finit là. Mais en faisant le 8 à 4, en donnant un petit peu plus, donc, ça permet justement de se dépasser et de démontrer nos capacités en tant que telles. Donc, parce que lors de notre première rencontre, je m'étais posé une question en disant qu'est-ce que une personne de couleur fait dans une résidence en tant que directrice générale. et je vous avais posé la question, mais c'était quoi votre motivation de dire, voilà, je vais postuler, je vais être directrice générale, parce que on a envie, vous savez, on a des infirmiers, des préposés, des aides de service, mais là, on arrive dans une résidence, c'est une directrice. Encore la petite blague où quand les gens me voient, ils s'attendaient pas. Oui, on va dire, Caroline, qu'est-ce que la petite noire fait là? C'était pas voulu parce que, tu sais, j'ai étudié en ressources humaines. Moi, dans ma tête, je sortais de l'université, je m'en allais en construction. Parce que je n'aime pas travailler avec les femmes. Bon, là. Il y a toujours des problèmes entre les femmes. On allait en construction parce que les hommes, vous, c'est carré. C'est carré, on fait ça. Bonjour, bonsoir. Il n'y a pas de chichi. Et comme j'ai dit, en deuxième année d'université, je me suis retrouvée à chercher un travail. Je suis rentrée dans les résidences. Et depuis... c'est le poste en ça m'a animée, et ce secteur-là, ça m'a animée dans le sens que tout à l'heure, on parlait, tu sais, comme des anciens en tant que tels. Et ces personnes-là, ils ont beaucoup de valeurs, ils ont beaucoup de choses à dire. Et c'est comme ça aussi, j'ai connu le Québec, j'ai connu le Canada de par leur histoire. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Et pour être directrice, c'était même pas voulu non plus. D'où encore les valeurs au niveau de la foi. Et donc,
je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est mon travail qui a parlé pour moi-même en tant que tel. Et quand je me suis retrouvée là, c'est comme genre, OK, il y a ça faisait quoi? Ce projet-là, je l'avais dans la tête pour, je dirais, OK, je suis directrice générale adjointe. OK, je me dis peut-être dans 5 ans. Et finalement, ça m'a 1 an et demi après, on a dit, bon, ben, OK, quelque chose s'ouvre à Joliette. J'ai dit, OK, je savais même pas où est-ce que Joliette était. Donc, et je me suis retrouvée là. Et quand je suis arrivée, je pense qu'on était, comme je disais la dernière fois, on était pareil. Tu sais, comme il y avait, et la communauté n'était pas aussi agrandie. Et au fur et à mesure, mais la communauté s'est agrandie. Et je pense que tu sais, comme en étant là, ça permet d'ouvrir aussi des portes pour les autres. Donc, si on peut le faire, ben, ça me fait plaisir de le faire. C'est ça. Bless. Transmettre, c'est comme elle vient de dire, je vais rebondir sur ça, parce que c'est très important. C'est-à-dire marquer notre présence. Parce qu'on a tendance souvent à ne pas être devant, parce qu'en Afrique, souvent, on nous apprend à faire les choses, mais discrètement, et il y a les autres qui prennent tout le gloire. Mais je pense qu'ici au Canada, les choses sont faites telles que le travail parle pour toi. Si tu travailles bien, les choses sont écrites noir sur blanc. Il n'y a pas de népotisme, il n'y a pas des choses qu'on a connues. C'est-à-dire tu travailles, tu fais ça, le résultat, il est là. Donc, je pense que ce qu'on doit transmettre, ça commence d'abord par ce podcast, ce balado, c'est-à-dire écrire la mémoire africaine par des gens qui l'ont vécu. Parce que cette vidéo-là va rester prête pendant des décennies et des décennies encore. Maintenant, la future génération va le regarder, il va dire, ces gens-là, ils étaient là-bas, ils ont vécu ça quand ils parlaient. Maintenant, ne laissons plus les gens écrire notre histoire à notre place. On est là, on le vit, on doit le raconter. Maintenant, ce qu'on raconte, ça va sortir du cœur et ça va entrer dans le cœur des gens qui vont le regarder. Et ça, c'est une motivation encore supplémentaire. Parce qu'on est là, on le vit. C'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de palpable. Maintenant, le reste, c'est juste la foi, croire en quelque chose, qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste. C'est la base de toute chose. C'est-à-dire la spiritualité, c'est la base de toute chose. Qu'on croit à nos ancêtres africains, à Jésus-Christ, à Mohamed, c'est la même chose. Maintenant, la seconde chose, c'est des valeurs qu'on a. Parce que ce plus-là, c'est ça qui va nous différencier des autres. On est une minorité visible. On est noir de peau. De loin, on sait que celui-là, il est noir. On n'a pas besoin de s'exprimer. Donc, par défaut, on est stigmatisé, on est catégorisé, de par les images que la personne reçoit. C'est-à-dire s'il conçoit, je parle de Aisho Speed, qui fait sa tournée en Afrique actuellement. Les gens, ils perçoivent l'Afrique selon la télévision qu'ils allument, selon les informations qu'on leur donne. Maintenant, s'ils voient un noir, ils pensent automatiquement à sida, à famine, à animaux, etc. etc. Toi, tu dois venir leur dire que je parle aussi bien français que toi. J'ai fait des études supérieures, j'ai un master, je suis ingénieur en informatique, je suis ça. Donc, quand le travail est là, on doit faire 2 fois plus que les autres, prouver qu'on est capable, qu'on est assez intelligent, qu'on a des choses à revendre, qu'on a des choses à donner. Maintenant, le problème qui va se prouver, c'est que souvent en face, quand tu fais quelque chose d'excellent, on t'applaudit. Mais quand tu viens physiquement, on te dit, waouh, c'est cette personne-là qui a fait ça. Et ça, c'est ça le déclic. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que je dépasse mes limites pour ça. Maintenant, c'est ça qu'on doit donner comme héritage aux futures générations qui doivent venir ici ou bien qui doivent faire l'immigration. Et la plus importante des choses est que quand on vient dans un pays comme le Canada, on doit accepter de recommencer à zéro. C'est mon cas. Exact. Recommencer à zéro, partir de zéro et échelonner. Comme l'a dit madame tout à l'heure, c'est très important parce que tu es technicien, tu es ingénieur, tu viens, il y a un enfant de 16 ans qui va t'apprendre ce que tu dois faire. Tu dois accepter ça. Parce que lui, cet enfant de 16 ans-là, il a fait minimum 1 an dans l'entreprise ou 2 ans. Donc, il est ton supérieur. Maintenant, le jour où tu vas faire l'équivalence de tes diplômes, etc., ou bien échelonner, là, tu vas t'imposer. Mais si tu n'es pas prêt à commencer de zéro, l'immigration au Canada ne le fait pas pour toi. Moi, c'est l'héritage que j'aimerais partager aux générations futures. Leur dire que c'est juste l'abnégation, croire en soi, croire en des valeurs et surtout la spiritualité. Comme il a dit, en Afrique, on a toujours tendance à travailler dans l'ombre.
Et moi, j'étais surpris ici quand j'ai fait, par exemple, un rapport sur une étude que je devais donner à ma patronne qui devait aller dans une institution. Je lui ai dit, voici le rapport envoyé. Elle m'a dit, non, c'est toi qui envoies. Puis même, c'est le ministre qui envoie. Et moi, je réalise, je donne juste mon OK. Je dis, ah bon, c'est comme ça ici. Elle dit, oui, c'est ici, c'est comme ça. Donc, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, comme l'a dit. Et puis, j'étais aussi touché lors d'une présentation parce qu'on devait lancer une OBNL. Et puis, pendant que les présentations passaient à la télé, moi, j'étais du côté de mon ordinateur en train de faire les corrections. Et il y a un Chinois qui m'a approché. Il me regarde mon ordinateur, il regarde là-bas et il me dit, attends, mais ce que je vois, c'est ce qui passe là-bas. Donc, tu veux me dire que c'est toi qui fais ça? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce qu'on peut faire une photo? Je lui dis, ça ne dérange pas. Et puis, quand c'est fini, il y avait des ministres, il y avait des députés, tout et tout. J'entendais les gens parler à côté qui disent, waouh, c'était bien présenté, tout et tout. Moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que le travail que nous, les Noirs, faisons est apprécié. Même par des députés, par des ministres canadiens. C'est important. Même des Chinois, vraiment. Ça veut dire que, comme il a dit, l'Afrique, c'est pas seulement les arbres, c'est pas seulement la famine, c'est aussi de la matière. C'est aussi de la matière, voilà. C'est juste. Et il faut avouer il faut rappeler que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Voilà. Donc, c'est juste une question de couleur. Voilà, donc c'était juste ça aussi. Rajouter cela. Ceci met fin à notre balado. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'accueillir ici Blaise, qui est originaire du Sénégal, Berlin, qui est originaire de Haïti, et Anderson, qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Moi également, je suis originaire du Cameroun. La belle famille. Donc, c'était un honneur de vous écouter. C'est vraiment une belle expérience. Continuez à écrire votre histoire dans la communauté et j'espère vous revoir bientôt dans un avenir très très proche. Merci Mahmoud.